Évidemment, nous enregistrons. Et voilà. Bonjour. Bonjour à vous qui êtes déjà connectés. Merci en tout cas d'être avec nous, de nous rejoindre, parce que c'est une première, c'est un tout nouveau rendez-vous. Alors on va attendre quelques secondes que plus de personnes arrivent et soient connectées, puisqu'il y a un certain nombre de réservations. Est-ce que l'on peut déjà échanger par le biais du chat? Est-ce que vous pouvez nous dire finalement à quelle heure vous vous êtes connectés et comment vous vous sentez? Ce qui va nous permettre déjà de voir si la partie chat fonctionne avant de pouvoir démarrer cet événement, qui est un événement réservé aux pros de l'événementiel. Un émoticône, un petit mot, ils seront les bienvenus. Et puis, on va démarrer d'ici quelques instants. Bonjour Juliette, bonjour Ledger, bonjour Bruno le Chevalier. Ah, il a posé son avion aujourd'hui, Bruno, pour venir nous rejoindre. Merci Bruno. Voilà, Chantal. Bonjour Chantal. Bon, je vois que vous allez bien, que vous êtes à l'écoute. Alors, on va démarrer maintenant. Je vous souhaite la bienvenue. C'est une nouveauté, c'est un rendez-vous, c'est tout nouveau. C'est destiné avant tout aux pros de l'événementiel et plus généralement à tous les curieux. Nous sommes 3 pour vous accueillir aujourd'hui. Biljana Todorova, Kazakh rouge, sourire arboré. Biljana est conférencière, docteur en sciences. On va parler avec elle de neurosciences et on va parler des biais de notre cerveau. Vous allez apprendre des choses absolument passionnantes. À ses côtés, Éric Blot. Éric, toujours le sourire arboré et la barbe presque fleurie. Éric est le créateur de la plateforme lesspeakers.com et producteur de cet événement. On verra dans quelques instants ce que cela veut dire. Ce rendez-vous a un nom, un titre. Il s'appelle Mise à jour. Mise à jour est conçu sur une idée très très simple, la curiosité. Votre curiosité, celle qui va apporter de la valeur ajoutée à votre proposition, vous qui travaillez dans l'événementiel. Alors, nous vous proposons dans ce rendez-vous de faire connaissance avec des femmes et des hommes au parcours hors norme. Ce rendez-vous, c'est votre mise à jour avec de la connaissance, de l'humanité et de l'inspiration. Vous allez rencontrer des conférencières et des conférenciers engagés, experts dans leur domaine et qui ont le goût du partage. Et la première à partager avec nous, c'est Biljana Todorova. On parle cerveau en 2 parties dans cette émission. Première partie, l'interview de Biljana dans quelques instants. Et deuxième partie, vos questions. Un échange avec vous sur vos attentes par rapport à l'événement, vos attentes par rapport à Biljana, dont vous aurez appris à faire connaissance. Pour divulguer un peu 2-3 informations et vous mettre l'eau à la bouche, Biljana, petite question préparatoire. On parle d'un lieu commun qui dit qu'on utilise 10% de notre cerveau. Biljana, vrai ou faux? Bonjour Christian, bonjour à vous tous. Ravi d'être là avec vous aujourd'hui, d'ouvrir cette session de mise à jour. Christian, très très belle question et j'espère que la plupart des gens sont déjà au courant que c'est un neuromythe. Un neuromythe, c'est quoi? C'est une connaissance qui provient des sciences, qui a été trop simplifiée et suffisamment largement diffusée pour que les gens commencent à croire vraiment que ça existe. Alors, on n'utilise pas 10% de notre cerveau. Cependant, donc on ne parle pas de pourcentage, notre cerveau il va constamment chercher à utiliser tout ce dont il a accès. Cependant, on peut parler de marge de manœuvre où on peut s'approprier des ressources cachées dans notre cerveau. J'aime bien donner la métaphore de notre cerveau comme vous pouvez imaginer que vous avez une Ferrari ultra puissante dans votre tête. Sauf que personne n'a le permis de conduire. Et la plupart des gens, ils conduisent les yeux fermés. Donc, 95% de nous, c'est inconscient, donc on ne sait pas où est-ce qu'on va. Donc, vous avez une Ferrari ultra puissante qui peut accélérer très vite et vous ne savez pas où aller. La première étape, c'est la connaissance. Dans une conférence, on va acquérir beaucoup de connaissances sur tout ce qu'on ne voyait pas de notre cerveau. Donc, on va toujours être avec notre Ferrari sans permis de conduire. Par contre, on va pouvoir commencer à voir un petit peu le chemin. Où est-ce qu'on va avec cette belle voiture? La dernière étape, et c'est ce que je fais dans mes conférences, c'est ce qui les distingue, on en parlera un petit peu plus après la vidéo. Ce que je fais, c'est qu'on met en pratique. On passe à l'action directement dans la conférence.
Parce qu'une Ferrari, une fois que j'ai compris où est-ce que j'allais, il va falloir que je pratique et que je m'exerce pour pouvoir m'approprier cette Ferrari et passer le permis de conduire. Donc ça, c'est une partie de la question. Et Christian, je pense que tu le connais, peut-être qu'Éric, toi aussi, peut-être que notre public aussi, vous connaissez peut-être Mathieu Ricard. Ah oui. Si tu le connais, ouais, super. C'est un scientifique qui est en même temps moine bouddhiste et qui s'est prêté comme moi à des expériences cliniques où lui-même, il est allé dans un laboratoire de recherche, on lui a mis des électrodes sur la tête pour regarder ce qui se passe dans sa tête et à quel point il peut maîtriser son cerveau. Ce qu'il nous a montré Mathieu Ricard, c'était incroyable. Il était en capacité de mettre son cerveau en mode stupidité, comme il était en capacité de mettre son cerveau en mode conscience augmentée. Pour lui, c'était devenu comme des boutons qu'il appuyait dans sa Ferrari. Il se disait, bah, tiens, un peu de stupidité, pourquoi pas? Tiens, un petit peu de conscience augmentée, pourquoi pas? Et donc, il nous a montré que c'est une compétence qu'on peut s'approprier. Nous tous, on a ça à l'intérieur de nous, mais personne, en réalité, sait où sont ses propres boutons pour aller appuyer sur plus de capacité, de conscience, et ou bien, bon, on ne veut pas appuyer sur la stupidité. Mais il faut savoir quelque chose. Au-delà de ce qu'il nous a montré, ce que ça ressort de cette expérience, c'est que quand on parle cerveau, une des grandes questions qui se pose, c'est l'énergie. Votre Ferrari ultra puissante, si elle n'a pas le bon carburant, elle ne va pas rouler vite ou elle aura des problèmes. Donc, pour le cerveau, l'énergie détermine si on va aller vers des états de stupidité ou vers un état de conscience augmentée. Et il faut savoir que quand on a peu d'énergie, quand on est fatigué, quand on a des émotions négatives, quand on vient de vivre un conflit, naturellement, on baisse d'énergie et naturellement, on ira vers une question, vers un état de stupidité. Alors, pas très agréable, mais c'est naturel, ça arrive à tout le monde. Donc, pour le plein potentiel, quand on parle de plein potentiel du cerveau, tout d'abord, c'est la connaissance. Donc, je conscientise ce que je ne vois pas, j'ouvre les yeux, je commence à voir le chemin de ma Ferrari. Deuxièmement, je mets en pratique, je passe à l'action pour que je passe le permis de conduire de ma Ferrari. Et troisième élément, je fais attention au carburant que je mets dans ma Ferrari, donc à mon énergie. Voilà, quand je parle du plein potentiel, de quoi je parle exactement. Voilà, c'était une belle page de pub pour Ferrari. C'est normal, tu es habillé en rouge et on a bien compris que on a les clés de la voiture, on n'a pas le permis et on n'a pas toujours le bon carburant. J'en profite pour donner un petit coup d'œil sur le chat, puisque au niveau du son, Chantal semblait avoir un peu de mal à nous entendre, mais vous êtes nombreux à nous dire que finalement, ça va OK pour vous. Donc, tout va bien. Et on a Pablo qui, en back-office, veille à faire tous les réglages. Sont parfaits, sont OK, vous nous dites. Donc, puisque vous entendez bien, on va s'adresser maintenant à Éric. Éric Blot. Alors, cette histoire de mise à jour est également une histoire d'amitié entre nous, puisqu'on se connaît depuis quelques jours, on va dire. Éric dirigeait et créait une société d'événementiel il y a quelques années. Et puis aujourd'hui, tu es à la tête de lesspeakers.com, une plateforme dont tu vas nous parler. Et tu vas nous dire également, Éric, dans quel état d'esprit tu travailles. Merci Christian, c'est vrai que ça ne nous rajeunit pas tout ça, ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble. Je ne me sens pas à la tête, mais plutôt au service, à la fois de conférenciers et à la fois de gens qui créent des événements, souvent pour leurs clients, si ce sont des agences, ou leurs collaborateurs, si c'est les entreprises qui réunissent leurs équipes. Je suis au service de ces gens-là pour qu'ils se rencontrent. Pendant des années, c'est vrai qu'en faisant de l'événementiel, je me suis rendu compte qu'on avait à peu près toujours les mêmes conférenciers, de très bons conférenciers, des conférenciers très connus, mais toujours les mêmes. Je trouvais ça un peu triste. Et moi, qui avais la chance de rencontrer beaucoup qui n'étaient pas encore très célèbres, je me suis dit que j'allais faire quelque chose dans cette mise en relation pour, dès que je trouvais ou je croisais la route de conférencières comme Biliana, par exemple, qui a à la fois un bagage scientifique qui, moi, me touche particulièrement, mais qui vient nous aider à progresser et à mieux gérer nos équipes, à mieux manager, à mieux, pourquoi pas, vivre notre propre vie en plus. Donc, c'est à la fois un apport, je trouve, intéressant pour les événements managers d'entreprise et puis pour chacun à son niveau, quoi. Donc, c'est ça qui me fait lever, pas très tôt, mais qui me fait lever tous les matins quand même.
Bien. Alors, vous pouvez poser des questions à Biliana à partir de maintenant. Dans quelques secondes, Eric va pouvoir lancer l'interview que nous avons enregistrée avec Biliana. Mais ce qui est très important, c'est ce qui va suivre également, tout ce dialogue qui va s'instaurer entre nous trois et vous, principalement destiné à Biliana, mais nous sommes là également pour répondre à vos questions si vous en avez. Eric, c'est toi qui as la main. Alors, je vais lancer cette vidéo, en effet, qui dure moins de 10 minutes, pour être sûr qu'on vous passe les messages les plus importants de manière condensée. Christian et Biliana, je vous invite à éteindre vos micros parce que vous, avec moi, vous allez provoquer un Larsen sinon. Et puis, je lance cette vidéo. International. Notre mise à jour démarre maintenant avec Biliana Todorova. Biliana est conférencière internationale, docteur en sciences, experte sur le fonctionnement du cerveau. Biliana a fait plus de 100 expériences cliniques pour comprendre son cerveau. Biliana, bonjour. Bonjour Christian. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cerveau pour qu'un jour tu décides de sortir d'un labo pour aller faire des conférences? Alors, je vais être sincère avec toi. J'en ai eu marre de mon cerveau. Il m'embêtait tellement qu'à un moment donné, je me suis dit, je peux pas le laisser faire ça avec moi. Alors, de manière générale, il était très bien de point de vue analytique, très créatif, mais quand il s'agissait de défendre mes idées, il n'était pas là. Alors, personne ne voulait m'écouter, et si je dois aller encore plus loin, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Donc en fait, il n'y avait rien à entendre. Je parlais pas. Donc je me suis retrouvée coincée dans mon cerveau, il y avait des hauts et des bas, je me réveillais un matin, je me sentais bien, le lendemain c'était à l'inverse, je me disais mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, je comprenais rien. Donc à un moment donné, je me suis dit je vais comprendre pourquoi mon cerveau ne collabore pas pour ma réussite. Et voilà comment j'ai commencé à participer dans des expériences cliniques. Alors, première leçon qu'on apprend, les timides ont de grandes audaces. Ah oui. Hein? Notre cerveau, donc, a des biais. Quels sont les tours qu'il nous joue? Alors, il y en a plusieurs. Au jour d'aujourd'hui, plus de 200 biais sont documentés, donc on peut vraiment s'amuser à les comprendre. Quand est-ce que notre cerveau nous ment? À la base, c'est quoi un biais? C'est un court-circuit du cerveau, c'est une pensée raccourcie. C'est-à-dire que notre cerveau, il fait des économies d'énergie et il va aller conclure très vite sur certaines observations qu'il peut faire. Bref, il va nous mentir de temps en temps. C'est un mécanisme qui est utile, donc on ne va pas pouvoir sortir de ce mécanisme complètement. Par contre, on a besoin d'apprendre à le gérer. Parce que de manière générale, il va nous mettre dans des conditions où on ne va pas faire la meilleure expérience de la réalité. Les 3 biais que j'aime le plus, j'aime surveiller le plus. Donc le premier, c'est le biais de confirmation. C'est un biais qui ne fait sélectionner des informations autour de nous pour valider déjà nos opinions. Donc ce biais-là transforme les gens à des types de personnes qui sont « j'ai raison, tais-toi ». Donc en entreprise, on va voir des comportements qui se créent suite à ça. Ce sont des gens qu'on va gentiment appeler des caractères très forts, des personnalités difficiles à interagir avec. Bref, c'est un biais qu'on a besoin d'apprendre vraiment à maîtriser parce que soit on peut avoir raison, soit on peut être heureux. Souvent les deux à la fois, c'est pas toujours facile à avoir. Le deuxième biais, c'est le biais de négativité. Alors, il faut le savoir, pour notre cerveau, ça a été étudié, donc notre cerveau est biaisé vers la négativité et les scientifiques se sont intéressés à calculer le pourcentage de pensées qui partent vers la négativité. Quand j'ai vu ce pourcentage-là, moi, personnellement, ça m'a fâché parce que il faut savoir qu'entre 60 à 70% de nos pensées sont négatives. 60 à 70% de nos pensées qui sont négatives, ça veut dire que très souvent, on va faire une expérience de quelque chose et on va se sentir comme si on va voir plus souvent les détails qui étaient négatifs pour nous. Et notre cerveau va nous amener facilement à conclure qu'on est entouré des relations qui n'ont pas de qualité, qu'on vit des événements qui sont plutôt négatifs. Bref, on peut facilement conclure que notre vie n'a pas de valeur. En entreprise, ça va nous amener à avoir moins d'estime de soi, moins de confiance en soi. Et puis, ce sont souvent des gens qui vont avoir tendance à se plaindre, à déprimer, à s'absenter du travail, à faire des burn-out. Des défaitistes, oui. Dans les équipes,
on a besoin d'éviter à se retrouver en compagnie de ces gens-là parce que ça nous amène très facilement vers notre propre biais négatif, donc on peut facilement se faire influencer et rentrer dans une boucle négative au quotidien. Le troisième biais, c'est le biais d'attribution. Alors, si toi tu m'aides pas à faire quelque chose, mon cerveau facilement va conclure que tu es égoïste. Ouais. Donc, je vais te juger pas par rapport à ton intention, je vais te juger par rapport à ce que tu as fait. Si de l'autre côté, moi je t'aide pas, ah ben là, non, c'est parce que j'étais pressée, tu vois, c'est pas parce que je suis égoïste, non, en aucun cas. Bien sûr, bien sûr. Tu comprends? Oh, bah, Donc, je vais me juger moi par rapport à mon intention et pas par rapport à ce que je fais. Donc là, sur ce biais-là, très facilement, on va se retrouver dans des relations conflictuelles avec les gens. Donc, ce sont des gens qui facilement vont s'écarter de l'équipe, on va avoir du mal à communiquer avec eux. Bref, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, nos jugements qui créent de la séparation et empêchent une bonne communication. Au cœur de la communication, c'est mettre en commun. Donc, si on ne peut pas dépasser nos jugements, il n'y a rien à mettre en commun. On se sépare. alors autant de biais, autant de risques. Quels sont les risques dans une entreprise pour notre cerveau et pour l'entreprise? Les risques, si on garde les biais, si on n'est pas conscient des biais et qu'on a plein de gens qui ne savent pas gérer leurs biais, on va se retrouver avec des équipes, premièrement, de gens qui sont rigides. Dans leur manière de penser, ils veulent pas écouter les autres, ils ont leur propre opinion, ils sont toujours eux qui parlent en réunion, ils sont pas ouverts aux autres. Donc, très difficile de gérer des gens comme ça. Deuxièmement, ce sont les gens qui se plaignent. Alors, toute la journée, non, ça va pas, ça c'est dur. Ce sont des gens qui sont orientés problème et pas solution. Pareil, très désagréable à avoir des gens comme ça dans l'équipe. Et puis troisièmement, ce sont des gens prêts à créer du conflit d'un petit rien. Voilà, tout est opportunité de conflit. Ils se nourrissent du conflit. Il y a une bonne colère dans l'équipe. Voilà, ça, on fait des équipes qui sont basées plutôt sur la séparation que sur l'union. Donc ça crée du désengagement, manque de cohésion dans les équipes. Bref, c'est pas agréable à vivre au quotidien. Quels sont les risques pour notre cerveau d'assister à une conférence de Biljana Todorova? Très dangereux là. Même c'est dangereux pour toi aujourd'hui là dans l'échange. Ouais, je pense. C'est surtout dangereux pour le cerveau des gens qui sont là parce qu'il ne pourra pas leur mentir et ne pourra pas faire des choses dans les coulisses sans qu'ils s'en rendent compte. Le risque, c'est de prendre conscience de ce qui se joue dans les coulisses de notre cerveau et de pouvoir avoir des outils à le maîtriser, de pouvoir avoir outils de maîtriser des situations qui nous ont bloqués dans le passé, des situations qui nous font souffrir rien que d'y penser, même si la situation date d'il y a 20 ans, elle peut quand même arriver à nous faire souffrir. Et aussi le risque de se débarrasser de situations conflictuelles, de pouvoir résoudre un conflit qui était dans le passé, parce que le cerveau commence à voir les choses différemment. Et là, c'est une vraie transformation pour les schémas. On repart avec un cerveau qui réfléchit différemment. Il y a un avant et puis il y a un après la conférence. Ta conférence, c'est Biljana qui étale sa science? Oh, non, ça non. Non, si je voulais faire ça, je serais restée dans la science. Aujourd'hui, ce qui m'anime le plus, c'est de voir les gens bouger, de les voir interagir entre eux, de les voir se connecter entre eux, de les voir rigoler aussi, de dédramatiser leur cerveau, parce que bon, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute qu'ils connaissent pas le cerveau. On n'a jamais appris à l'école. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que oui, il y a des manières de l'utiliser, oui, il y a énormément de ressources à utiliser, et oui, c'est possible pour chacun. Quel est l'effet induit le jour d'après? Le jour d'après. Souvent, les gens, ce qu'ils me disent, parce que voilà, moi c'est surtout ce qu'ils disent qui m'intéresse, souvent les gens, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ont vécu une bouffée d'oxygène. Ils se sont retrouvés à sortir de leur cadre classique. Des fois, je les fais danser. Alors, des directeurs de magasins qui dansent ensemble, des hommes de 40, 50 ans qui dansent ensemble, c'est quand même quelque chose à voir. Au début, ils ont peur. Et ensuite, une fois avoir fait, ils se disent, mais c'est chouette de faire des choses comme ça. C'est vrai que ça nous fait sortir de la manière classique de réfléchir. Ça nous permet de prendre du recul par rapport aux problématiques, d'avoir des stratégies, d'agir différemment. Donc voilà, c'est l'impact que je vois surtout chez les gens. Et si tu veux, moi en tant que scientifique, je me suis dit, mais comment je pourrais mesurer ça? Qu'est-ce qui me permettrait de mesurer l'efficacité d'une conférence? Pour moi, un des facteurs d'efficacité, c'est si la personne veut mettre en place les outils que je lui partage. Et donc, je fais souvent dans mes conférences un questionnaire pour voir le pourcentage de gens qui vont remplir le questionnaire avec la promesse de pratiquer les outils avec moi. Donc, j'offre des sessions gratuites de pratique des outils. Et je me suis rendu compte que entre 50 à 95% des gens, après mes conférences, remplissent le formulaire. C'est-à-dire qu'à la fin de la conférence, l'envie d'appliquer les outils est très élevée. Même une fois, j'ai eu 100%,
mais bon, je suis scientifique, je suis sceptique, je sais que les gens se conforment, des fois ils vont scanner le code et ils vont le compléter juste par conformité, donc restons plutôt sur 50 et 95% qui est déjà un très bon chiffre de à quel point les gens veulent aller plus loin. Biliana, scientifiquement et humainement, quelles sont les clés de compréhension de ta conférence? Les clés de compréhension, c'est juste une ouverture de l'esprit. Donc, on se retrouve dans une atmosphère où on peut se dissocier de nos problématiques, voir que notre cerveau, il a une flexibilité qu'on n'a pas encore explorée de manière optimale, et commencer déjà à explorer la flexibilité de notre propre cerveau au moment de la conférence. Donc, ça donne beaucoup d'espoir parce que la personne, ensuite, elle va réaliser à quel point il y a des choses possibles pour elle qu'elle n'avait même pas pensé. Ensuite, le deuxième élément, c'est que la personne, elle aura vraiment des outils concrets à appliquer au quotidien. Donc maintenant, l'espoir y est, mais avec l'espoir, on fait quoi concrètement? Donc, on a des outils concrets. Et puis, le troisième élément dont les gens bénéficient, c'est le fait que la pensée change. C'est-à-dire que la pensée qui avait tendance à voir les choses d'une certaine manière avant la conférence, elle change d'angle et elle voit les choses différemment après la conférence. Donc, c'est là où on parle de transformation, c'est-à-dire que la personne ne voit plus les choses de la même manière. Donc, ça change la manière dont on se sent par rapport à la situation et les comportements qui en découlent. Moi, si j'avais un mot à dire, c'est que notre cerveau a énormément à nous donner, mais c'est à nous de lui apprendre à nous servir. Merci beaucoup pour cet échange. Merci Biliana. Vous pouvez retrouver le profil complet et tous les renseignements concernant Biliana Todorova sur le site lesspeakers.com. Et moi, je vous dis à très vite pour votre prochaine mise à jour. Et voilà donc retour au direct avec Biliana Todorova, Eric Blau et moi-même. Nous prenons vos questions maintenant pour Biliana. Alors, première question de Caroline. Biliana, pouvez-vous nous donner un exemple d'outil que vous proposez? Oui, merci déjà pour la question, Caroline. Alors, comme je l'ai dit, les interventions que je fais, c'est ce qui les distingue d'ailleurs. Première chose qui est très importante pour moi, c'est le côté interactif. Et la deuxième chose, c'est le résultat qu'on obtient à la fin de la conférence. Je l'ai mentionné dans la vidéo, c'est le côté transformationnel de la conférence. Les outils sont ajustés par rapport aux besoins qui a été évoqué au démarrage de la conférence. Et très souvent, je vais rajouter en dehors des outils classiques qu'on va utiliser, soit pour augmenter l'engagement, soit pour augmenter la cohésion du groupe aussi. Des fois, un des objectifs de l'entreprise, c'est d'augmenter la cohésion des gens qui sont présents dans la salle. Parce que soit c'est un démarrage là je pense à un public en particulier qui était des entrepreneurs qui étaient sélectionnés pour l'introduction en bourse. Pour eux, ils allaient passer une formation sur plusieurs mois ensemble. Donc le but était vraiment de créer de la cohésion entre eux. Ou des fois, c'est juste pouvoir remettre en question son management et augmenter les possibilités d'action en tant que manager. Donc, en fonction de la demande, on va avoir des outils qui vont changer, bien sûr. Et puis, moi, j'ai ma touche un peu d'originalité dans mon approche, qui est de rajouter un ou deux outils qui permettent au public de sortir de leur zone de confort, si on peut appeler ça, ou de leur manière de fonctionnement classique. Par exemple, la danse et le chant, c'est des outils que j'utilise pour aller amener cette nouvelle manière de réfléchir. Il y a beaucoup d'entreprises qui font appel à moi parce qu'ils sont dans une restructuration, il y a du changement qui s'opère au sein de l'entreprise. Donc, le but principal, c'est d'aider les gens à vivre mieux le changement. Vivre mieux le changement, c'est être à l'aise avec l'incertitude, être à l'aise avec des choses en dehors de la zone de confort de notre cerveau. Donc, moi, la danse et le chant, quand je les amène en conférence, c'est dans le but de faire aux gens quelque chose que leur cerveau ne veut pas faire. La vraie maîtrise du cerveau, c'est ça, c'est ma capacité d'être celle qui est au volant de ma Ferrari, donc qui maîtrise mon cerveau et qui lui fait faire des choses que j'ai besoin qu'il fasse au quotidien. J'avais une conférence qui s'appelait « Défier le statu quo ». On l'a défié au cours de la conférence. On a eu un moment de danse, un moment de chant, où les gens, à la fois, ils ont défié le statu quo, donc c'était sortir de la zone de confort, et à la fois, ils se sont amusés. J'aime beaucoup combiner ces deux extrêmes de utile plus agréable et plaisant à vivre ensemble. Donc, ça faisait de la cohésion, ils ont chanté ensemble, c'est vraiment des moments incroyables à vivre comme ça dans le groupe. Et au-delà de ça, on a les outils classiques qui vont, juste pour vous donner un exemple, ça peut être des outils de type un exercice que je vais faire en interaction avec le public, des questions que je pose et je leur dis
des oui ou des non, ou bien un exercice que je vais appliquer où ils vont répondre tous ensemble. Ou bien je les mets à travailler par deux avec leurs voisins sur par exemple, dans une des conférences, le but étant d'augmenter l'empathie, d'apprendre à activer son empathie pour augmenter la cohésion des équipes. Et là, je les mets à travailler par deux pour qu'ils ressentent le plaisir je crée de l'empathie volontairement, consciemment. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si besoin, reposer la question maintenant. Vous pourrez préciser votre question le cas échéant. Biliana, au-delà des outils, au-delà de ta prestation en conférence, est-ce qu'on peut finalement avoir des ateliers, avoir autre chose avec toi lorsque tu travailles pour les entreprises? Oui. Effectivement. Et dans un instant, on prend la question de Xavier. Bien. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'au-delà de la conférence, on propose autre chose? Typiquement, là, je pense à mes interventions sur le feedback. Donc, on fait une conférence de sensibilisation sur la science du feedback. Qu'est-ce que le feedback fait dans nos cerveaux, sur notre leadership? Donc, on va creuser le sujet de manière scientifique dans une conférence, mais ça ne suffit pas. Parce qu'en réalité, le feedback, c'est un outil très puissant, il faut se l'approprier. Donc ensuite, on fait des ateliers, ça peut être à distance ou en présentiel, des ateliers en petits groupes où je vais faire travailler les gens en sous-groupe de 3 personnes où chacun va s'exercer. Chacun va être celui qui donne le feedback, celui qui le reçoit ou celui qui va donner un feedback sur ce qu'il a regardé. Donc il y aura plusieurs rôles à jouer pour que les personnes, un maximum, c'est 2 heures d'atelier. En 2 heures, chacun aide les autres, donc on a plusieurs moments de pratique. Chacun inspire les autres aussi avec leur exemple ou avec des questions. C'est très puissant et c'est très plaisant. Les gens, ils adorent ça. Quand ils sortent de l'atelier feedback positif, ils ont le sourire, ils ne veulent pas s'arrêter, ils veulent continuer à donner du feedback. Donc voilà, c'est un moment important aussi de s'approprier l'outil, de recevoir aussi des conseils, parce que là, du coup, je donne des conseils personnalisés pour chacun, pour qu'on s'améliore, et en même temps de passer un bon moment avec ses collègues. C'est très, très important. Un point rapide, Eric, avec toi sur l'aspect conférence et atelier, parce que c'est assez fréquemment proposé. Quelle est la dynamique qu'il y a derrière ça? Quel est l'intérêt? C'est vrai que ça fait à peu près 18 mois là, qu'on a quasiment systématiquement maintenant une demande de la part des organisateurs d'événements de dire est-ce que votre conférencier fait aussi des ateliers? Alors moi, j'ai eu la chance de passer 3 jours avec Biliana dans le désert marocain pour faire des ateliers avec des entrepreneurs. Donc, pour le coup, là, je sais de quoi je parle. La conférence éveille les pensées, sensibilise, crée des émotions, des ancrages, crée un nouveau regard sur le sujet. Les ateliers permettent de passer à l'action. Souvent, la conclusion de la conférence est un call to action qui emmène les managers ou les leaders ou les collaborateurs qui sont réunis dans leur événement à faire les choses différemment et à progresser. C'est pour ça que les conférenciers sont choisis. Dès qu'on passe en mode atelier, souvent après la pause déjeuner ou parfois le lendemain, on est dans bon, on va voir si vous avez bien retenu, si vous avez bien compris et quels sont les premiers effets que ça va procurer chez vous que de passer à l'action en étant guidé par la conférencière. Ça, je trouve ça vraiment magnifique. Question suivante, alors, c'est Xavier qui nous demandait si on peut travailler son intelligence narrative. Bien sûr, la communication, c'est un art qu'on peut toujours améliorer. Nous, dans notre métier, moi en tant que conférencière, je continue à travailler à ma capacité de raconter des histoires, de valoriser les messages, de chercher le point de vue le plus explicite pour le message, d'avoir un message qui est stable, d'avoir un message qui est ajusté aux besoins de celui qui m'écoute, d'avoir suffisamment d'empathie pour pouvoir lire de quoi mon public a besoin, de pouvoir comprendre exactement le message qui va faire la différence. C'est des compétences de très haut niveau. On continue à les améliorer tout au long de notre vie. Et moi, j'admire ces compétences-là parce que c'est incroyable comment on peut créer de la magie juste avec nos paroles. Mais vraiment, c'est transformationnel. Nos paroles sont très puissantes et on nous s'en sert très peu en réalité. Très peu de gens sont conscients du pouvoir de leurs paroles. Donc oui, on peut le travailler.
Question très intéressante maintenant de Boutsaoui. Y a-t-il des outils qui permettent à la personne d'améliorer leur processus de prise de décision en situation complexe? Et on se doute bien que ça arrive régulièrement dans les entreprises. S'il en existe, quels sont ces outils et comment agissent-ils sur la façon dont pense notre cerveau? Super question. Et on est souvent face, notamment dans les entreprises, plus on monte le niveau aussi de responsabilité, plus les décisions deviennent complexes et plus ça tombe sur notre dos aussi de gérer la pression, du stress de la situation et de l'incertitude. La toute première étape indispensable à gérer, c'est la gestion de ses émotions. Pourquoi? Parce que dans notre cerveau, je vais le simplifier, il y a deux parties du cerveau. Il y a une partie qui est l'amygdale, qui est responsable des émotions, la gestion des émotions. Et il y a une autre partie qui est le cortex préfrontal ici, où on peut être stratégique et réfléchir sur la meilleure stratégie pour la situation en question. Il faut savoir que l'amygdale, étant une partie qui nous a beaucoup servi dans la survie de l'espèce, elle est en priorité par rapport à la réflexion rationnelle et logique. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand votre amygdale s'active, vous vivez un état de stupidité, vous n'avez pas accès à vos ressources de réflexion, de raisonnement classique. La toute première étape sans laquelle on ne pourra pas accéder à quoi que ce soit comme réflexion, c'est la gestion de ce centre émotionnel. Comment j'apprends à gérer mes émotions? Très, très, très utile à apprendre à faire ça. Une fois que je sais calmer ça, ensuite, je peux avoir un processus, moi j'ai un processus en 3 étapes qui est basé sur une approche du mathématicien Poincaré, qui consiste à d'abord aller collecter les informations, ensuite laisser un petit temps de pause de ces informations, et ensuite revenir avec un état beaucoup plus neutre qui nous permet d'accéder à notre intuition à la fin du processus. Ce processus, vous ne pouvez pas le faire si vous ne gérez pas vos émotions, parce que entre l'intuition et le mélange émotionnel, c'est très compliqué de faire la différence. Est-ce que ma décision est émotionnelle ou est-ce que ma décision est basée sur mon intuition et mon expertise? J'espère que ça répond à la question. Si ça déclenche une autre question, n'hésitez pas de la mettre dans le chat. Voilà, vous précisez vos questions le cas échéant. En tout cas, Biliana est là en live pour y répondre. Question pratique maintenant de Bati. Sur quelle taille de groupe intervenez-vous? Proposez-vous des parcours managers avec différentes thématiques? Intervenez-vous aussi pour des plénières annuelles d'entreprise? Et sur quel format événementiel? Ok, merci beaucoup pour la question. Les tailles de groupe peuvent être très différentes. Même pour une conférence, moi j'ai été surprise, mais des fois on fait des conférences pour un groupe de toute petite taille. Le plus petit que j'ai eu, c'était 12 personnes, et on a fait quand même la conférence pour un groupe de 12 personnes. Le plus grand que j'ai eu jusqu'ici, c'est 450 personnes, donc on est très très variable en termes de taille du groupe. Pour le parcours, moi, j'interviens sur 4 différentes thématiques de manière générale. Donc, effectivement, on peut créer… Les conférences sont faites sur mesure. Si vous voulez, je passe beaucoup de temps à échanger avec un représentant de l'entreprise, quelqu'un qui va pouvoir me guider vers le besoin des collaborateurs. C'est dans cet échange-là, on va pouvoir identifier quelles sont les étapes. Si on crée un parcours, quelles seront les étapes les plus ciblées, les plus stratégiques pour la transformation de ce groupe de collaborateurs. Les thématiques, si vous voulez, de manière générale, j'ai une première thématique qui est autour de la performance et le bien-être. Comment combiner les deux? Ils ont l'air opposés. En même temps, notre cerveau performe mieux quand il s'amuse. C'est-à-dire comment on peut créer cette cohésion de ces deux opposés pour performer mieux et prendre plaisir. Le deuxième axe où j'interviens, c'est l'engagement et la collaboration des équipes. J'aime beaucoup cet axe-là parce que ça permet vraiment d'apprendre à comprendre qu'est-ce qu'il y a au cœur des relations. Pour moi, la relation et la connexion à l'autre est quelque chose de très important. Le fait de pouvoir aider les autres à créer des relations de qualité, ça me tient beaucoup à cœur. Le troisième axe où j'interviens, c'est tout nouveau, on va dire, c'est cette dernière année où j'interviens sur cet axe, égalité et diversité. Là, dans cet axe, on rentre par la porte des biais cognitifs pour expliquer ce qui se passe de manière inconsciente dans nos cerveaux. Parce qu'en réalité, c'est ça qui va faire que, sans vouloir, on va juger les gens différemment. Notamment, il y a la parité homme-femme. Il y a aussi le management intergénérationnel. Je suis intervenue sur le sujet aussi, où il y a des jugements qui vont s'installer de manière inconsciente et qui vont créer des séparations entre les gens de l'équipe qui ont des critères différents, ou bien des femmes qui ne vont pas oser postuler pour tel et tel poste. Là, récemment, j'étais intervenue dans une entreprise comme ça,
où ils étaient à 70% d'hommes. Ils voulaient aborder le sujet de manière sans créer de la culpabilité sur la question, puisqu'en réalité, il n'y a rien d'hostile, c'est des mécanismes inconscients qui sont là. Et donc, en rentrant par la porte des biais cognitifs, il y a des femmes qui sont venues à moi à la fin en me disant « mais enfin, j'ai compris pourquoi je ne m'autorisais pas à postuler ». Et il y a des hommes aussi, parce qu'il y a des biais qui concernent les hommes, il y a des hommes aussi qui ont pu mettre de la conscience sur certains comportements qu'ils ne s'autorisent pas à faire au travail. Le quatrième axe où j'interviens, c'est la science du feedback. Feedback, c'est mon outil préféré parce qu'il est transformationnel pour notre manière de penser. Ça transforme vraiment la manière de voir les choses. Ça fait disparaître l'échec de notre réflexion. Il n'y a plus d'échecs, en fait, il n'y a que des feedbacks. Ça soulage beaucoup les gens qui peuvent s'auto-accuser, s'auto-saboter, et ça améliore énormément la performance. Donc, sur ces 4 axes, on peut designer sur mesure quelles sont les étapes qui vont permettre à vos collaborateurs d'évoluer vers la destination que vous voulez les voir évoluer, parce que là, encore une fois, on est sur mesure, donc on va voir quel est cet axe. Et puis, on mettra en place souvent, le bon format, c'est d'avoir une conférence qui donne un avant-goût au sujet, qui permet aussi de connaître la personne qui va les accompagner pour créer ce lien de confiance. Et ensuite, on met en place des ateliers en petits groupes. Donc là, en fonction de la taille du groupe global, on va faire plusieurs ateliers pour pouvoir travailler avec chacun et aider chacun en individuel. Alors, demande pratique qui peut intéresser, à mon avis, pas mal de gens. Leman Bati, qui nous dit « Aujourd'hui, j'ai des managers qui souhaitent débrancher notre cerveau, diminuer la charge cognitive, améliorer nos relations, feedback, empathie, avoir du temps pour soi, pour la fraîcheur du cerveau. Est-ce que cela peut se faire en conférence face à une grande assemblée, 100, 150 personnes ?» Exactement, exactement. C'est vraiment les sujets sur lesquels j'interviens. 150 personnes, effectivement, c'est un bon groupe où on pourra les faire travailler, les faire conscientiser des choses sur ces mécanismes et aussi faire des mini-exercices entre eux qui vont leur permettre de mettre en pratique les outils directement. Moi, dans mon approche, le but principal, c'est de simplifier un concept complexe qui est scientifique, qui est difficile à comprendre. Je le simplifie, je donne des exemples au quotidien au travail pour que les gens voient à quoi ça correspond au travail. Ensuite, une fois qu'on a compris ça, on se demande quel est l'outil qui nous permettra de sortir de ce piège, cette limite de notre cerveau. Donc, je leur donne l'outil et ils le mettent en pratique. Donc, on est vraiment dans le côté, j'apprends et je mets en pratique directement pour tester, pour se rappeler, pour apprendre, parce que notre cerveau, il n'est pas très bon avec sa mémoire, mais dans l'expérience, on apprend et on mémorise beaucoup plus facilement. Eric, petite précision, parce que là, on nous parle d'un groupe de 100, 150 personnes. Une conférencière, un conférencier peut intervenir devant des groupes qui soient de petite taille, de moyenne taille, de très grande taille. Qu'est-ce que ça change? Ça change pas mal de choses en termes d'énergie dans la salle, évidemment. Ça fait monter la température quand on dépasse les 100 personnes. C'est un peu comme d'aller au café-théâtre ou à l'opéra, quoi. Est-ce que je vais voir un grand spectacle et puis j'ai une résonance avec tous les gens qui vivent le même événement que moi? Donc, dans cette logique entreprise, évidemment, ça crée une mémoire collective de, tu te rappelles, c'était notre séminaire, et puis on a vu Biliana qui nous a parlé de notre cerveau. Ça peut même créer une culture liée à la façon dont il peut y avoir des jokes, il peut y avoir des punchlines qui vont être piquées à la conférencière et qui vont rentrer dans la culture de l'entreprise. Et puis, si on est dans une salle plus petite, comme café-théâtre, on va avoir l'impression de vivre quelque chose de beaucoup plus privilégié et une proximité qui va permettre aussi de poser des questions comme aujourd'hui. Très honnêtement, la plupart du temps, quand on discute avec les clients, les petits groupes, c'est ou des équipes qui sont off-site, qui décident de faire un team building et qui veulent nourrir un petit peu et ouvrir leur chakra, ou des comités de direction qui s'offrent ça pour eux. Donc, c'est souvent 15-20 personnes. Ils s'offrent ça pour eux et puis, si ça leur plaît et si ça fait sens pour leurs équipes, ensuite, ils déploient dans la convention manager ou la plénière. Bien, voilà une réponse intéressante là aussi. J'en profite pour saluer Sylvie Guillemot qui nous dit « Quelle est pour vous la bonne durée d'une conférence pour garder l'énergie et donner envie d'aller plus loin ?» Et ensuite, on prend la question de Xavier. Oui, la durée, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Y a-t-il des limites?
Est-ce que tu veux que je réponde ou tu veux laisser la Une parole à réponse Eric? de chacun me paraît intéressante. D'accord. Moi, j'aime bien la durée qui est, allez, on va dire, ce que moi j'aime, c'est entre 1h15 et 1h30, parce que je me rends compte que souvent dans le 1h, j'ai envie de passer plus de temps avec les gens et je pense ça aussi. Donc, 1 heure, c'est du classique, mais souvent avec mes clients, je négocie entre 1h15 et 1h16 aussi. 1h30, pardon. 15, 16, c'est pas le but. Mais voilà, des fois, on peut aller. Ouais, je pense que ça, c'est la bonne durée. En tout cas, c'est ma réponse. Je te laisse, Eric. De manière plus générale, Eric, qu'est-ce qu'il Je faut dirais, proposer à quoi l'entreprise doit-elle s'attendre? Quelle place doit-elle réserver à une conférencière ou à un conférencier? on est entre nous, on peut blaguer un peu, hein. Parfois, 5 minutes, c'est beaucoup trop. Ouais. Alors, c'est promis. Avec Christian, on a sélectionné les conférenciers qu'on va vous présenter dans Mise à jour. C'est que des conférenciers, donc nous, on est un petit peu amoureux. Donc là, c'est vrai qu'on pourrait passer une journée entière. Je pense que la conférence moyenne aujourd'hui, des conférenciers dont je suis l'agent, c'est 45 minutes et on va rajouter un quart d'heure, une demi-heure de questions-réponses. L'intérêt d'avoir une conférence plus longue, par exemple de la part de Biliana, c'est que dedans, il y a aussi une partie, j'allais dire, un peu pédagogique. On n'est pas que sur la conférence motivationnelle ou sensibilisation sur un sujet, on est aussi sur des choses qu'on va, comme on dit, le takeaway est très très puissant. Il y a beaucoup, j'ai vu des gens prendre des notes pendant les conférences de Biliana. Il y a des conférenciers qui n'apportent pas des choses qu'on a envie de noter, mais simplement des choses qu'on a envie de vivre. C'est pas moins bien, c'est juste un peu différent. Là, le contenu permettrait de passer une demi-journée avec Biliana, surtout si elle vient nous faire danser ou nous faire travailler en mode atelier derrière. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. La promesse est grande, en tout cas. Pardon, excuse-moi, Christian. Je voulais juste rajouter qu'il y a aussi cette dimension interactive que je rajoute dans les conférences. Ces mini-exercices où je leur fais faire des choses à deux, ça ne dure pas longtemps, mais le fait, ça rajoute aussi à la conférence. Donc, du coup, c'est pour ça que je rajoute un petit peu plus de temps aussi pour leur laisser du temps à profiter aussi de l'exercice. Bien, alors on a aussi une petite pique humoristique de la part de quelqu'un qu'on connaît bien tous les trois, qui est un pilote de chasse, qui viendra d'ailleurs grossir les rangs de vos invités dans Mise à jour prochainement. Ce pilote de chasse qui se moque un peu de ta précision entre 1h15 et 1h16, mais il est vrai que les avions parfois aussi arrivent à l'heure. On prend la question de Xavier. Est-il vrai que l'on prend des décisions émotionnelles justifiées à posteriori par la logique? Là, on parle des biais du cerveau, Biliana. Notre cerveau, il nous joue des tours, mais vous ne pouvez même pas imaginer à quel point des fois, il se moque de nous. Je vais vous donner une étude qui a été réalisée justement sur la prise de décision. Ils se sont amusés, donc ils montrent à des participants hommes, ils montrent des photos de deux femmes. Et ils leur demandent de choisir laquelle de deux leur paraît plus attirante pour eux. Le participant choisit, le chercheur reprend les deux photos. Et quelques temps plus tard, il revient vers le participant, il lui file la photo qu'il n'a pas choisie, donc celle qu'il n'a pas choisie, et il lui demande, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes attiré par cette femme? Et vous savez ce qui se passe? Ben, les gens, ils expliquent. Ils ne se rendent même pas compte que ce n'est pas la photo de leur choix. Ils expliquent pourquoi ils étaient attirés. Alors moi, franchement, je ne sais pas, mais quand j'ai vu cette étude, je me suis dit, oui, on explique tout. On est des êtres qui cherchent à mettre du sens à ce qu'on a décidé, à ce qu'on a choisi. Donc oui, pour répondre à votre question, oui. D'où le fait qu'on a besoin de faire attention, de pouvoir apprendre à reconnaître ses émotions, de pouvoir distinguer quand on décide de manière émotionnelle, d'apprendre aussi à freiner cette envie de décider tout de suite, de revenir plutôt à froid le lendemain, et de revoir si le choix est toujours intéressant pour nous ou c'était un choix émotionnel. Donc oui, on a beaucoup à faire sur la maîtrise de notre Ferrari cérébral. Bien. Alors, on nous pose une question, c'est Bati qui nous dit, avez-vous des ordres de grandeur, durée, coût? Je vous conseille, Bati, de prendre un rendez-vous pour aller
plus profondément creuser cet aspect-là, vous avez sûrement un besoin à exprimer. Vous voyez en haut de votre écran une marque rouge. Cliquez ici pour prendre rendez-vous. Je vous propose de prendre un rendez-vous parce qu'on ne va pas parler d'argent pendant le live, mais il est tout à fait normal que vous ayez ce type de questions. Biljana, quel est l'intérêt de pratiquer les neurosciences dans une conférence? Qu'est-ce que ça apporte? Ce que ça apporte, c'est juste incroyable. Moi-même, je ne m'attendais pas que j'allais pouvoir avoir autant de marge de manœuvre en utilisant les neurosciences. Là, par exemple, la dernière conférence où j'étais intervenue sur le sujet de la parité homme-femme, le client, il s'inquiétait vraiment si on n'allait pas créer une mauvaise ambiance dans l'audience parce qu'on allait parler de cette différence homme-femme et les stéréotypes. Je dis, ne vous inquiétez pas. Avec les neurosciences, il y a zéro culpabilité. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se sentir coupable de quelque chose qu'on ne connaît pas. On est à 95% inconscient dans nos pensées, dans nos décisions. On ne peut pas s'en vouloir de quelque chose qu'on n'a pas conscientisé. Donc, les neurosciences, c'est libérateur. Zéro culpabilité. On peut traiter n'importe quel sujet d'une manière qui est respectueuse et qui ne crée pas de conditions défensives. Ok. Alors, est-ce que nous mentons à notre cerveau? Ce sera la dernière question qu'on prend pour aujourd'hui. C'est Ledger qui nous dit le cerveau nous ment et nous, est-ce qu'on a le droit de mentir à notre cerveau? Alors, je ne dirais pas comme ça, mais en quelque sorte, c'est véritable à notre cerveau. Il nous manipule des fois. Il faut savoir que lui, il a son intérêt parce que notre cerveau, c'est l'organe le plus énergivore, donc il va chercher à économiser de l'énergie. D'où le fait que nous, ce qu'on appelle la manipulation du cerveau, c'est juste des automatismes qui vont trop vite. C'est des raisonnements qui sont faux parce qu'il faut raisonner vite, donc on finit par raccourcir la pensée, la simplifier trop. Mais oui, il finit par nous mentir. Pourquoi pas lui mentir à lui-même? Moi, je suis sur le sujet de vérité-mensonge, je suis plutôt sur un point de vue pragmatique. Je me dis, qu'est-ce qui est utile pour l'objectif que j'ai? Donc, tout ce qu'on va faire avec notre cerveau, on va le cadrer dans un objectif donné. On va dire, pour cet objectif-là, qu'est-ce qui va servir mon cerveau à mieux performer? Donc, ce n'est pas vraiment du mensonge à notre cerveau, c'est plutôt on va guider son énergie, son focus, et on va le guider vers des choses qui nous permettront d'obtenir ce qu'on veut obtenir au final. Si l'objectif, c'est la qualité de la relation, j'ai plein de manières d'aller voir les choses différemment. Donc, en fait, le mensonge, quand on dit se mentir à son cerveau, c'est plutôt l'aider à voir les choses différemment, l'aider à voir à travers un autre angle qu'il n'a pas vu. J'aime beaucoup cette idée de créer une relation de confiance avec son propre cerveau parce qu'on est constamment en dialogue. On n'est pas notre cerveau. Notre cerveau, c'est celui qui produit les pensées. Il est à notre service, mais on est celui ou celle qui l'observe et qui va conduire toute cette machine qui est très, très puissante. Créer cette relation de confiance avec notre cerveau nous permettra d'interagir d'une manière bienveillante et de pouvoir le guider sans qu'il y ait de résistance. Dans cette collaboration entre moi et mon cerveau, on produira les meilleurs résultats. C'est-à-dire que je vais être l'accompagnatrice de mon cerveau pour qu'il puisse m'emmener là où je veux arriver. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Absolument. Merci Biljana de nous avoir donné les clés de la Ferrari. On est très très contents. Il n'y a plus qu'à apprendre à la piloter. Ça va être une autre histoire. Alors je vais vous donner maintenant rendez-vous puisqu'on arrive au terme de mise à jour pour cette première édition. On va vous donner rendez-vous avec un autre conférencier le 21 mai à 11h30. C'est Guillaume de Cercey, vous voyez son image. Alors Guillaume, il a plusieurs particularités. Il a un lourd passé. Rassurez-vous, hein, il n'est pas repris de justice, bien au contraire, puisque c'est un ex-colonel de la Légion étrangère. Guillaume a commandé jusqu'à 1000 hommes dans des missions à l'étranger, des missions assez dangereuses. Il était à la Légion étrangère et il va faire le lien en conférence entre la préparation d'une opération militaire et le management en entreprise. Alors évidemment, on peut s'attendre à ce que ce soit des ordres du commandement brut, sec, et en fait, vous verrez que la méthode de Guillaume n'est pas du tout celle-là, qu'il y a à découvrir avec lui beaucoup d'humanité dans ce que fait Guillaume, qu'il a une méthode assez personnelle, en tout cas,
qu'il va vous communiquer et vous pourrez dialoguer avec lui. Le même principe dans le prochain rendez-vous de mise à jour, une interview enregistrée et puis un dialogue avec Guillaume qui vous partagera un certain nombre de thèmes. Ce sont les thèmes sur lesquels il intervient en entreprise, le collectif, le leadership, le management interculturel par exemple. La Légion, c'est 145 nationalités. Comment on pilote tout ça? Comment on dirige tout le monde vers le même objectif? Comment on procède à la conduite du changement? Voilà de quoi Guillaume vous parlera, avec ses valeurs et avec tout ce qu'il amène dans une conférence, avec évidemment, là aussi, beaucoup d'échanges. C'est le thème de mise à jour, l'échange avec vous. Ce sera le thème, évidemment, aussi de l'intervention de Guillaume de Cersay, le 21 mai prochain à 11h30. Eric, c'est à toi pour le mot de la fin. Ouais, je vais être court là. Vous avez mes coordonnées. Alors vous avez déjà pris, enfin il y a déjà des demandes de rendez-vous, donc ça je suis super content. Je vais faire la relation entre Biljana et vous. Si vous avez des questions, si vous avez envie de pitcher votre événement sur lequel vous réfléchissez à faire venir Biljana, je suis à votre entière disposition, y compris le week-end. Je n'arrête pas. Je suis vraiment à votre disposition. Et puis après, on cadrera les rendez-vous de préparation avec Biljana en one-to-one. Et là aussi, j'organiserai tout ça. Donc, n'oubliez pas, le 21 mai à 11h30, c'est la même heure. Et puis, vous pouvez cliquer au-dessus, prendre rendez-vous ou photographier cette page où vous avez à peu près tous les moyens de me contacter. Merci Christian pour cette magnifique animation. Et puis, merci à tous pour votre présence. C'était vraiment sympa. Et puis, vous pouvez laisser un petit message ici pour nous dire comment ça s'est passé pour vous, hormis les problèmes de son de Chantal, je crois. Mais si ce format vous plaît, si on continue dans ce sens-là, et puis si on accélère, pourquoi pas. Hein. Absolument. Merci à vous tous et à bientôt. Bonne journée.